Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera la dernière vidéo de cette série Halloween. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Comme l'année dernière, j'avais très envie de vous refaire un thread dont vous raconter l'histoire d'un crime ou comme je vais le faire cette année, plutôt d'un tueur en série. J'adore regarder ce genre de vidéos et j'avais très envie d'en faire une encore cette année avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou non. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais on passe tout de suite à la vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de John Wayne Gacy. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas sous ce nom, il s'agit de Pogo, le clown tueur. Il a été accusé de 33 meurtres sur des garçons, adolescents ou jeunes adultes qui avaient entre 15 et 20 ans. Je vais tout vous expliquer, c'est parti. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai fait des recherches sur ce tueur en série, mais que les informations que j'ai trouvées ont été trouvées sur internet. Je ne sais en aucun cas si ce que je relate est à 100% réel. Il n'y a rien qui concerne mon opinion dans cette vidéo. Je ne fais ça que pour divertir et pour informer sur les tueurs en série. Bref, maintenant que je vous ai dit tout ça, on passe vraiment au sujet de cette vidéo. Donc quand je parle de Pogo le clown, je suis sûre que beaucoup font l'amalgame avec le clown Saw de Stephen King, mais en réalité, même si Saw est né après Pogo le clown, en réalité Stephen King ne s'est pas inspiré de lui pour créer le monstre Saw. En fait, il s'est inspiré de plein de clowns, dont Pogo le clown, donc il y a un lien, oui et non, entre le clown Saw et Pogo le clown. Donc je vais commencer par vous raconter un petit peu les débuts de la vie de Pogo le clown. Donc John Wayne Gacy est né le 17 mars 1942 à Chicago, dans l'Illinois. Il a été le deuxième enfant de John Stanley Gacy et de Marion Helen Robinson. John Jr. avait deux sœurs, Joanne et Karen. Ses parents étaient des ouvriers dans la ville où il vivait. Et en ce qui concerne John Jr., il était en surpoids dès son plus jeune âge et c'était un enfant assez régulièrement malade. Il était extrêmement proche de sa mère et de ses sœurs, mais très peu de son père parce que son père était un homme assez violent, alcoolique, qui frappait souvent ses enfants et sa femme et qui était encore plus dur avec John Jr. puisque lorsque sa mère et ses sœurs protégeaient un peu trop John Jr., il allait dans des propos assez durs envers un enfant assez jeune puisqu'il allait le traiter de tapette, de pédé, etc. On va pas dire tous les termes, mais c'était assez violent pour des propos d'un père envers son fils, alors que ce que voulait John Jr. à la base, c'était simplement rendre son père fier de lui. C'est quelque chose qu'il aura toujours eu envie toute sa vie, mais malheureusement les choses ne se passent pas comme ça entre lui et ça rend John Jr. encore plus triste de cette situation. À 9 ans, John Jr. va être malheureusement violé par un voisin qui était aussi un ami de son père, mais il ne portera pas plainte, il n'en parlera jamais même à son père parce qu'il était bien trop triste et bien trop atteint et avait peur des conséquences de le dire à son père. Il pensait qu'il allait encore plus être, qu'il allait être encore plus violenté par son père en lui avouant ça. À 11 ans, il va avoir un petit accident de balançoire, assez anodin en réalité, puisqu'il était en train de jouer avec un ami et la balançoire lui est atterrie sur la tête, donc assez violent quand même. Suite à cet événement, il a souvent été malade, surtout des pertes de connaissances assez régulières, des évanouissements, que ce soit à l'école, chez lui, c'était assez régulier. Et 5 ans plus tard, donc il aura quand même fallu 5 ans pour qu'il s'en rende compte et qu'il lui fasse faire des examens pour voir qu'en fait ce choc lui avait créé un caillot dans le cerveau et qu'il suffisait d'un certain traitement pour enlever, pour dissiper ce caillot, ce qui va faire cesser ses évanouissements. À 17 ans, il va prendre la décision de quitter le lycée et il va partir à Vegas pour travailler où il va devenir concierge dans un salon funéraire, mais il ne va pas y travailler très longtemps puisqu'il va être congédié pour nécrophilie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la nécrophilie, c'est faire des actes sexuels avec des personnes mortes, voilà. Je suis navrée, mais c'est ça, je vous explique pour que vous compreniez bien tout ce que je raconte. Il va alors rentrer à Chicago chez sa mère
et il va décider de se reprendre en main. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans une école de commerce pour obtenir un diplôme, ce qu'il va réussir à avoir en 1963. Par la suite, il va réussir à bien gagner sa vie jusqu'à devenir gérant d'un magasin de vêtements pour hommes. Il va même s'impliquer dans plusieurs organisations dans sa ville, puisqu'il va être au conseil catholique, il va participer à la défense civile de sa ville, il va être au Holy Name Society. Suite à ça, en septembre 1964, il va épouser Marlene Myers et son beau-père Fred Myers, qui n'aime pas vraiment son gendre, pas énormément en tout cas, puisqu'il le trouve assez vantard, assez menteur, et il va vouloir protéger sa fille, et pour ce faire, il va proposer un travail à John Jr. pour qu'il reste près d'eux, et il va du coup lui proposer de reprendre une de ses franchises, qui est une franchise de fast-food de Kentucky Fried Chicken, donc KFC. Ils vont ensuite, Marlene et John Jr. vont avoir leur premier enfant en 1967. Ce sera un petit garçon qui va s'appeler Michael. Suite à ça, John Jr. va avoir sa première expérience homosexuelle. Il va créer un club chez lui, un club payant pour ses jeunes employés, pour les faire venir chez lui. Ça va être un endroit un petit peu glauque. Il va y avoir de quoi s'amuser en apparence, puisque il y a un billard, il y aura de l'alcool, il va même mettre à disposition des films pornographiques. C'est un endroit un peu spécial, mais qui fait quand même venir des jeunes adultes là-bas. Lorsqu'ils vont faire des parties de billard, il va même proposer que le perdant doive faire une fellation au gagnant. C'est extrêmement glauque ce qui se passe dans cette cave, je suppose. L'été 1968, il va avoir son deuxième enfant, Christine, mais c'est à cette période-là que John va ramener un adolescent de 16 ans chez lui, dans son club. Le garçon va refuser de faire une fellation à John, et John va attaquer le garçon avec un couteau. Mais John va de suite regretter son acte et va s'excuser auprès de l'adolescent. L'adolescent va alors accepter de rester pour regarder des films pornographiques avec John. Prétextant un tour de magie, John va menotter le garçon et il va tenter de le violer, mais le garçon va résister. Alors John va étrangler le garçon. Le garçon va, pour se défendre, faire semblant de s'évanouir, et John, de peur, va le réveiller, va essayer de le réveiller, et c'est alors qu'il accepta de le ramener chez lui. Le garçon ne porta pas plainte pour cet acte. S'ensuivit plusieurs agressions de la part de John sur des adolescents toujours plus ou moins du même âge. En 1968, il va être accusé de plusieurs tentatives de viol sur ses employés, mais en août 1967, Donald Voris, 15 ans, a été forcé de faire une fellation à John. John va le payer pour qu'il garde le silence. Malheureusement, John va continuer à harceler ce garçon sexuellement. Et en mai 68, cela devenait trop dur pour Donald. Il décida alors d'en parler à son père, et son père porta plainte contre John Wayne Gacy. John fut alors condamné le 7 mai 1968 à 10 ans de prison. John va clamer son innocence tout le long de son incarcération en disant que c'était un acte politique et qu'on lui en voulait personnellement, et que cette histoire était totalement fausse. Il sera libéré 18 mois plus tard. Marlene va aussi demander le divorce le 18 septembre 1969. Elle va complètement couper les ponts avec son ex-mari et elle va l'empêcher de voir ses enfants. Après plusieurs tentatives pour essayer de les revoir, John va s'énerver et va dire au téléphone à son ex-femme que pour lui, elle et ses enfants sont morts à ses yeux. Le père de John Jr. va décéder, ce qui va entraîner chez lui une forte dépression. Surtout que le 18 octobre 1970, il doit retourner à Chicago pour s'occuper de sa mère qui est malade. Donc beaucoup d'événements assez difficiles se sont enchaînés sur une petite période, ce qui rend John assez instable, mais grâce à sa mère, il va trouver un travail de cuistot dans un restaurant de la ville. Le 1er janvier 1972, John et sa mère étaient en train de fêter donc la nouvelle année, mais sa mère a voulu rentrer chez elle pour se reposer, étant vraiment fatiguée de la journée et de la soirée. John, un peu contrarié, la ramène à contre-cœur et décide de faire un tour dans la ville, donc il se promène. Arrivé à la gare routière, il va prendre dans sa voiture un jeune homme de 18 ans qu'il va ramener chez lui, avec lequel il va avoir des relations sexuelles et avec lequel il va boire de l'alcool. Il va dire que le garçon de 18 ans aurait tenté de poignarder John Jr., mais John
dans un élan de défense pour sa vie, va poignarder le garçon et il va du coup l'enterrer dans la fosse de sa maison. Le 1er juin 1972, il va se remarier avec Carol Hoff et il va aussi fonder une société de construction. Pendant cette période, il va continuer à agresser ses employés et c'est aussi à cette période qu'il va créer le costume de Pogo le clown, qu'il va utiliser principalement pour des collectes de fonds mais aussi pour rendre visite à des enfants à l'hôpital. Quelques années plus tard, Carol va tomber sur des magazines d'hommes nus qui ne lui appartiennent pas. Du coup, elle se doute qu'ils appartiennent à son mari. Son mari va alors lui avouer qu'il est bisexuel. Sauf que Carol va tomber sur des vêtements d'hommes mais bien trop petits pour la morphologie de John. Elle va commencer à avoir des soupçons sur son mari, en tout cas d'infidélité, ce qui les emmènera à un divorce le 2 mars 1976. Après le premier meurtre, John va continuer. Niveau mode opératoire, c'est plutôt toujours la même chose. Il va menotter en prétextant un tour de magie. Il va torturer, violer, étrangler ses victimes. Il va souvent agresser des enfants, des jeunes garçons assez fins, entre 15 et 20 ans. Cependant, il va quand même relâcher certaines de ses victimes lorsqu'elles seront plus dociles. Robert Donnelly, 19 ans à l'époque, a été enlevé le 30 décembre 1977 par John Jr. qui va être violé et John Jr. va jouer la vie du garçon à la roulette russe, donc il va lui mettre un pistolet sur la tempe, va tirer une fois et le garçon ne va pas mourir puisque il n'y avait pas de balle dans le pistolet. Donc John va relâcher le garçon. Le garçon va alors porter plainte le 6 janvier 1978. Mais la police n'en fera rien puisqu'ils vont quand même interroger John Jr. Mais comme il s'agit de la parole d'une personne contre la parole d'une autre, classer le dossier sans suite. Et Gacy et John Jr. va malheureusement continuer ses meurtres jusqu'à celui du 11 décembre 1978 où il va enlever Robert Piest qui avait 15 ans. Il va l'enlever devant une pharmacie dans laquelle il travaillait, mais la mère de Robert l'attendait pour partir. Sauf que Robert avait rendez-vous avec John Jr. parce que John lui avait proposé un emploi bien mieux payé que l'emploi que Robert avait à la pharmacie. Sauf que la mère de Robert ne le vit jamais arriver. Ne le vit jamais revenir en fait vers elle. Elle va appeler la police 3 heures plus tard. Elle va prévenir le policier puisqu'elle savait qui Robert devait voir, donc elle savait que c'était John Wayne Gacy. Le policier va alors s'intéresser à John, va mener déjà une petite enquête, va regarder son casier judiciaire et il va se rendre compte de qui il a en face et il se dit mais comment une personne pareille n'a pas été surveillée plus que ça. Il va commencer à avoir des soupçons, il va alors se rendre chez lui. John va complètement nier connaître Robert. Il va dire qu'il ne l'a jamais vu, qu'il ne sait absolument pas qui il est. Le policier va alors rentrer au commissariat Bredouille puisqu'il n'a pas eu d'aveu de la part de John et qu'il n'avait aucun mandat donc il ne pouvait pas perquisitionner chez lui. Le 13 décembre 1978, ils appellent John au commissariat pour un interrogatoire. John va alors changer sa version, va faire croire qu'il n'avait pas compris de quel Robert il s'agissait, va faire croire donc qu'il connaissait bien cette personne mais que après son rendez-vous avec lui, il ne l'a plus vu, qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé. La police va arriver à avoir un mandat pour perquisitionner du coup chez John. Ils vont trouver un pavillon assez ordonné finalement, assez propre. Cependant, ils vont quand même trouver sur le tapis une tache qui ressemble à du sang. Ils vont aussi trouver des menottes, un couteau, des permis de conduire qui ne lui appartiennent pas, des films pornographiques, un pistolet, des seringues, du chloroforme et des vêtements bien trop petits pour lui. John va commencer à se sentir pris au piège. Il ne va pas être arrêté tout de suite, mais il va commencer à se vraiment devenir fou, à perdre totalement le contrôle de la situation. Et une semaine plus tard, il va faire venir des policiers chez lui. John reprend son rôle de vantard, etc. et pense être au-dessus de la police. Il va donc les inviter chez lui et il va entamer la conversation avec les policiers, sauf que l'un des policiers va sentir l'odeur qui émane de cette maison, puisque la maison, cette fois-ci, était chauffée et une odeur assez désagréable émanait. Il s'est rendu compte qu'en fait c'était une odeur de cadavre en putréfaction. Du coup, John va être arrêté le 21 décembre 1978. Ils vont alors retourner chez John dans le but principal de trouver un cadavre chez lui. Ils vont alors fouiller de partout jusqu'au moment où ils vont trouver une trappe qui va les mener en fait dans la fosse
de la maison. Ils vont alors y descendre et vont se rendre compte qu'en fait la fosse est remplie de cadavres. Il y a même une des personnes qui est en bas qui va dire « Je crois que cet endroit est rempli de gamins ». C'est vraiment assez gore quand on lit la façon dont ça a été trouvé, comment les corps étaient. Enfin, je vais passer ces détails parce que ça n'a pas d'intérêt pour l'histoire et c'est vraiment juste du gore pour du gore. John va alors avouer ses crimes. Il va avouer avoir tué ces personnes. Il va avouer avoir tué 33 personnes plus exactement, qu'il en a enterré 26 dans la fosse, 3 dans son jardin et qu'il en a jeté 4 dans la rivière proche de chez lui. Après avoir relevé tout ce qu'ils avaient à relever dans la maison, avoir récupéré tous les corps, ils ont détruit la maison de John. Le 13 mars 1980, John Wayne Gacy a été condamné à la peine capitale. Il va être en prison pendant 14 ans avant d'être exécuté. Pendant cette période, John va peindre des clowns, des personnages de dessins animés et ces tableaux vont être très bien vendus puisque le minimum sera de 20 000 $ et ils atteignent même les 200 000 $ par tableau. John va être exécuté le 10 mai 1994 par injection létale au pénitencier de Stateville. Les dernières paroles qu'il va prononcer, c'est « Kiss my ass ». Donc pour ceux qui ne comprennent pas, embrasse mon popotin pour être poli. Et aujourd'hui on est toujours en train d'essayer d'identifier les victimes de John Jr. puisque beaucoup ont été déjà identifiés. Malheureusement il reste encore quelques corps sans nom, donc les investigations continuent jusqu'à pouvoir. D'ailleurs il me semble même que là récemment, vraiment très récemment, ils ont réussi à identifier une nouvelle victime de John Wayne Gacy. Voilà tout pour cette vidéo. C'était un peu glauque, c'est pas une histoire forcément ultra effrayante, je trouve que c'est juste extrêmement glauque, vraiment très dérangeante. Surtout que, en fait, on l'a appelé Pogo le clown parce que je pense qu'il était connu pour ses déguisements dans la vie de tous les jours. Et en fait, les journalistes ont dû le nommer comme ça pour ça, mais il n'a jamais tué aucune de ses victimes avec ce costume. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous embrasse très fort, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.